table ronde sur les câbles sous-marins. Vous allez découvrir un monde, enfin en tout cas moi j'ai découvert un monde. Pour en parler, vous le reconnaîtrez tout de suite, hein, le contre-amiral Cédric Chetaille, vous êtes coordonnateur central pour la maîtrise des fonds marins à l'état-major de la Marine. Bienvenue amiral. Merci, bonjour à tous. À vos côtés, Hélène Stack-Petit. Hélène, vous êtes responsable des assurances du groupe Nexans, spécialiste des câbles, on va le comprendre. À mes côtés, Didier Dillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Orange Marine et Electra. Alors, j'ai voulu commencer à mon niveau. Je vais demander ce que c'est que ces câbles. Quand on parle câbles sous-marins, de quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le sujet et à quoi servent ces câbles? Alors Didier, est-ce que vous êtes d'accord pour nous faire une première partie un peu pédago? Oui, avec plaisir. Eh bien, écoutez, les câbles sous-marins dont je m'occupe, dont ma société s'occupe, ce sont les câbles de télécommunication. Ce sont des câbles à fibre optique. Il y a aujourd'hui plus de 1 400 000 km de câbles posés au fond des mers. Et en fait, ces câbles sont l'épine dorsale des télécommunications d'aujourd'hui, du réseau Internet bien sûr, mais ils servent de plus en plus, puisqu'on sait bien que toutes les économies, toutes les entreprises s'appuient sur la numérisation, sur les clouds, sur les échanges. Et puis de plus en plus, on parle d'intelligence artificielle et d'immenses quantités de données qui sont partout dans le monde et qui ont besoin de câbles sous-marins pour être transmises d'un endroit à un autre. Voilà. On a vu une ou deux cartes. Est-ce que c'est le moment de montrer une carte? Vous pouvez montrer les cartes, donc vous verrez. Qu'est-ce qu'on voit là? Là, sur cette carte, là, vous voyez les câbles qui sont actuellement en service. Donc, vous voyez qu'il y en a énormément entre l'Europe, les États-Unis et entre les États-Unis et l'Asie. Mais il y en a aussi de plus en plus. Tous les pays, tous les continents sont raccordés, et y compris les îles de plus en plus petites. Et puis pour poser et réparer ce genre de câbles, on a besoin de navires spécialisés, des navires câbliers. Et ma société, la société que je dirige, gère ces navires qui posent et qui réparent ces câbles. Et là, vous voyez sur cette carte tous les câbles posés par un navire d'Orange Marine ou d'Electra, qui est la société italienne aussi que je dirige. Voilà. Alors, Hélène, en complément, le groupe Nexans fait d'autres câbles. Alors, quels sont vos câbles? Donc, nous, Nexans, on fabrique des câbles de puissance. Donc, nous, on est spécialisé dans l'industrie de l'électrification. Donc, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne fait pas des câbles de télécommunication. On en rajoute à la demande du client sur nos câbles de puissance. Mais nous, donc, on a globalement aujourd'hui notre activité est dans deux domaines. C'est un câble interconnecteur, donc qui fait un lien de transmission d'électricité entre des pays. Et le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle le câble export, qui ramène l'électricité qui est fabriquée dans des fermes éoliennes à terre. On a une petite carte, vous aussi, que vous m'avez transmise. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, moi, ma petite carte, ça concerne les câbles d'interconnexion qui ont été designés, fabriqués et installés par Nexans depuis des dizaines d'années. Donc, juste à titre d'information, on a installé 16 000 km de câbles depuis qu'on est né. Au total, on sait combien de milliers de kilomètres de câbles passent dans nos mers? Moi, je vous ai dit un peu plus d'1,4 million 100 000 km pour les télécoms. Ah oui, non, et donc ça ne comprend pas les câbles d'énergie. Non. Et puis nous, le kilomètre total, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'en fait, la demande est tellement forte que par Nexans, on va installer plus de 2 fois ce qu'on vient d'installer depuis qu'on existe. On va installer 2 fois plus dans les 4 ans à venir. Donc c'est impressionnant, la demande. Amiral, ces câbles qui étaient un sujet, j'ai envie de dire, il y a quelques années, très... c'était de la cave, c'était de la mécanique de fond, enfin, fallait que ça marche, mais j'ai l'impression que ça devient de plus en plus un enjeu de souveraineté. Alors, est-ce que c'est un bon terme, et pour quel type de câble ou pour quelle zone est-ce que le mot souveraineté vous paraît adapté?
Alors, merci de m'avoir invité devant ce public averti, exigeant, pour parler effectivement de l'infrastructure sous-marine. C'est comme ça qu'on va désigner à la fois les câbles de télécommunication, le réseau électrique sous-marin, et puis on peut y ajouter les pipes, les oléoducs ou les gazoducs, dont on a vu l'actualité avec ce qui s'est passé en mer Baltique autour de Nord Stream. Il y a des enjeux de souveraineté, en fait, tout simplement. On est particulièrement, nous Français, Européens, puissance maritime, on est particulièrement dépendant de ces flux, comme on est dépendant des flux, en règle générale, du commerce maritime, donc des flux matériels, de marchandises maritimes ou immatériels qui utilisent les câbles de télécommunication. Donc, qu'est-ce que ça veut dire des enjeux de souveraineté ? En fait, il y a une stratégie câble de l'État français, qui est une stratégie interministérielle auquel le ministère des Armées apporte sa contribution et auquel la Marine étant, par évidence, pour lequel la Marine est en première ligne. En fait, ça veut dire qu'on veut que notre territoire soit à la fois attractif, puisqu'il y a des enjeux économiques. Il y a aussi un écosystème sous pavillon national dont on a 2 représentants brillants que l'on doit continuer à soutenir. Et puis, il y a un enjeu de conflictualité au fond de cette infrastructure, puisque, comme je le disais, en fait, on est dépendant de ces flux. Et le déséquilibre est assez manifeste avec d'autres pays dans le monde qui en sont beaucoup moins dépendants, d'autres pays qu'on appelle pudiquement des compétiteurs. Je pense notamment à la Russie, qui s'est organisée en tout cas par les télécommunications pour être à l'écart de l'Internet mondial, voilà, et qui ont des capacités d'intervention sur les grands fonds marins qui sont disproportionnées par rapport aux nôtres et qui sont inversement proportionnelles à la dépendance que ces différentes nations ont vis-à-vis de l'infrastructure. Donc c'est pas une situation stable, c'est pas une situation d'avenir, c'est une situation qui favorise la conflictualité, c'est une situation qui est relativement explicite. On a des menaces parfaitement claires de la part des dirigeants russes. Je pense à M. Medvedev notamment, l'été 2023, qui nous a fait clairement comprendre qu'il n'y aura pas de scrupule de la part de la Russie à cibler l'infrastructure sous-marine en Europe de l'Ouest. Voilà, ça c'est un petit aperçu des enjeux de souveraineté. Donc on ne saurait vivre sans ces liaisons. Donc la question c'est comment est-ce que cette architecture est défendue, comment est-ce qu'elle évolue, est-ce qu'elle est plus résiliente, plus robuste, et comment est-ce qu'on partage le fardeau avec d'autres nations qui partagent le même problématique. Alors, l'amiral a déjà évoqué l'affaire Nord Stream et ce qu'on en disait à l'époque, mais très concrètement, vous, dans vos métiers, quels sont les risques qui pèsent sur ces câbles? Qu'est-ce qui peut arriver à vos câbles, Didier? Pour les câbles de télécom, il faut être conscient que chaque année, on subit à peu près, dans le monde entier, environ 200 défauts de câbles par an. Donc, et ça dure depuis des années. Ce nombre est à peu près stable, même si on en a parlé beaucoup récemment dans les médias. Eh bien, je peux vous dire que ces derniers mois, ce nombre n'a pas augmenté. Globalement, toujours. Et pour cela, eh bien, donc un câble peut être abîmé le plus souvent par accident, une ancre de navire qui traîne au fond, un chalut de pêcheurs. Les chaluts maintenant interviennent à des profondeurs très très basses, puisque certains pêcheurs vont chaluter jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Donc il faut que le câble soit protégé. Le câble ne peut pas supporter, le câble télécom, une telle agression, ou alors des événements extérieurs, des éboulements sous-marins. Donc ça, c'est une première catégorie de risque. Et puis il y a une deuxième catégorie de risque qui est très différente en nature, c'est les risques que nous subissons pendant les chantiers de pose de câbles. Donc, où là, quand on pose un câble, eh bien, il peut se passer des choses à la fois sur le câble, sur le navire, et là, on a une deuxième catégorie de risque qui intervient. Juste d'un point de vue concret, quand un câble télécom est endommagé, il y a un report, on ne s'en rend pas compte, ou concrètement, il y a des gens qui sont coupés du monde? Alors, dans la très très grande majorité des cas, quand il y a un câble télécom qui est endommagé, on ne se rend compte de rien. L'utilisateur ne se rend compte de rien parce que dans la très grande majorité des cas, il y a
plusieurs câbles qui raccordent un territoire donné à un autre territoire. En particulier, c'est le cas de la France et même dans les départements d'outre-mer. Chaque département d'outre-mer est relié à plusieurs câbles. Donc quand il y en a un qui est en défaut, le trafic est rerouté sur un autre câble et donc c'est invisible. C'est pas une raison pour ne pas réparer le câble, puisque dans un tel cas de figure, l'opérateur qui constate que son câble est en danger ou en défaut, eh bien, il fait appel à un navire tel le navire d'Orange Marine pour pouvoir aller réparer le câble dans les meilleurs délais. Et ça fait partie de notre métier. Alors Hélène, même question sur vos câbles. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un câble qui est cassé? Est-ce que ça vous arrive souvent? Et c'est quoi le type d'attaque, enfin non d'attaque, d'avarie, voilà, pardon, c'est ça le terme que je cherchais, le type d'avarie qui peut toucher vos câbles? Alors, est-ce que ça nous arrive, nous, Nexans, souvent? Évidemment, je vais dire non devant tous mes partenaires assureurs, mais... Mais ça peut arriver. Mais évidemment, ça peut arriver. Et ce qui se passe avec les câbles sous-marins, c'est vrai que quand ça arrive, quand il arrive quelque chose, l'impact est assez fort. Donc, c'est-à-dire le ressenti, c'est de suite en millions d'euros. Parce que vous imaginez quand un câble est coupé comme ça, qu'il faut rechercher un bateau, envoyer un équipage sur place pour faire la réparation, retirer le câble du fond marin, réparer dans le bateau et tout ça. Donc, tout un équipage et une gestion de risque à gérer. Donc, effectivement, ça peut être important, mais dans n'importe quelle activité, il peut arriver des choses à n'importe quelle partie du design, de la fabrication. Donc, aujourd'hui, avant, on faisait des câbles avec de l'huile. Aujourd'hui, c'est une autre technologie, donc ce qu'on appelle les câbles XLPE, donc plutôt avec, on va dire, globalement du plastique. Donc là aussi, il faut faire très attention pendant la fête pour être sûr qu'il n'y a pas de granules qui sont défectueux. Donc après, pendant le chargement, une fois qu'on fabrique, avoir la capacité de fabriquer aussi, qui est un enjeu majeur aujourd'hui. Et après, c'est le chargement dans le navire pour préparer la pause. Et évidemment, pendant la pause aussi, on est très dépendant du temps. Donc on en parle souvent. Vous entendez parler souvent du temps parce qu'il faut que le temps soit, on va dire, clément pour pouvoir installer le câble dans des bonnes conditions. Amiral, du point de vue de la marine française, qu'est-ce qui peut arriver à ces câbles et plus généralement, qu'est-ce qui peut arriver aux infrastructures sous-marines que vous évoquiez rapidement tout à l'heure, gazoduc, oléoduc? On n'est pas sur le chalut, j'imagine. Il y a toute une gamme d'actions possibles en fonction du niveau de la crise ou du temps standard, qui n'est malheureusement pas un temps de paix, mais déjà un temps de compétition et de friction entre acteurs étatiques ou économiques. La difficulté pour l'infrastructure sous-marine, c'est qu'en fait, le milieu, c'est-à-dire les dizaines, les centaines, les milliers de mètres d'eau entre la surface et l'infrastructure, rend l'observation de ce qui se passe très compliquée. Et donc c'est toute cette opacité qui favorise l'action destructive, l'accident ou le sabotage. Donc notre difficulté, c'est depuis le temps standard jusqu'au temps de la haute conflictualité, comment est-ce qu'on s'assure que le minimum de cette infrastructure va rester fonctionnel pour servir aux besoins quotidiens de la société, des acteurs économiques. Voilà. Donc c'est une réponse qui évidemment ne concerne pas que la Marine nationale. C'est une réponse qui n'a pas c'est une question qui n'a pas de réponse unique parce que dans tout ce qu'on peut faire, il y a en tout cas quelque chose qu'on ne fera pas, c'est sûr, c'est qu'on ne va pas mettre des flottes de drones sous la mer à surveiller quasiment en permanence comme une patrouille de police, une patrouille aérienne, précisément ce qui se passe au fond de l'eau, parce que ça n'est pas raisonnable et ça n'a pas de sens. Je dis ça avec une petite pointe d'ironie, mais en fait il y a des pays pour lesquels c'est une solution.
parce qu'ils ont un environnement maritime qui est moins profond, plus fermé. Donc je pense aux pays d'Europe du Nord, par exemple, qui sont potentiellement capables de faire ça, qui sont capables d'apporter une surveillance très précise d'une infrastructure, mais qui est relativement limitée. Nous, au travers de l'Atlantique et de la Méditerranée, on ne fera pas ça. Et je vais me dire, il n'y a pas tellement de raison en fait pour qu'on le fasse, puisque on n'a pas abordé le sujet de qui est propriétaire en fait de cette infrastructure. Et donc, en fait, en fonction de qui est propriétaire, il n'y a pas tout à fait de raison que le contribuable français soit celui qui finance la protection exclusive de cette infrastructure. Voilà, on en est sans doute bénéficiaire. Ça, donc on peut prendre le sujet dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça qu'on apportera une contribution significative à différents segments qui nous permettent la protection de cette infrastructure dans tous les niveaux de conflictualité. Alors justement, j'allais poser la question de la propriété et de la couverture du risque, puisque c'est lié. Donc, qui est propriétaire des câbles que vous posez et comment est-ce qu'ils se couvrent? Est-ce qu'il y a des assurances possibles sur vos câbles et est-ce que c'est intéressant de s'assurer? Alors, dans le cas des télécoms, les propriétaires sont en général, pour un câble donné, un groupe, traditionnellement c'était un groupe d'opérateurs, avec quand un câble est international, il y a des opérateurs des différents pays desservis par le câble. De plus en plus, des nouveaux acteurs deviennent propriétaires de câbles, c'est Google et Meta, la maison mère de Facebook, et puis Amazon et Microsoft aussi ont décidé d'investir pour être propriétaires de leur propre câble sous-marin. Mais souvent en co-investissement avec d'autres partenaires. Il n'y a que Google et Facebook qui de plus en plus maintenant ont tendance à investir seuls dans leurs câbles. Donc effectivement, ça fait écho à ce que disait l'amiral. Vous avez des câbles qui arrivent en France et qui sont à la base propriété d'acteurs américains. Mais tout en étant propriété d'acteurs américains, il y a quand même du trafic qui intéresse la France. Donc effectivement, mais pas seulement la France, aussi tous les pays d'Europe qui sont derrière la France, dont le trafic peut passer par les câbles qui arrivent en France, que ce soit l'Allemagne et tous les pays d'Europe continentale qui ont besoin de se relier au reste du monde. Donc vous voyez, c'est très compliqué d'avoir de répondre à cette question. Après, comment ils se couvrent? Je pense qu'il y a quelque chose de très différent entre les câbles télécoms et les câbles d'énergie, c'est la facilité à les réparer. Pour nous, c'est relativement facile de réparer un câble. Nos navires le font couramment. Tous les mois, on répare un câble. Ça met quelques jours, donc il faut quelques jours pour aller sur place, quelques jours pour le réparer, et puis on revient. Et le coût est raisonnable. Et finalement, ce qui compte pour ces propriétaires de câbles, ce n'est pas tant d'avoir une couverture financière en cas de défaut sur le câble. Ce qui compte pour eux, c'est d'avoir la garantie qu'un navire est disponible pour intervenir le plus vite possible. Et ça, c'est des contrats de service que nous avons. Nous avons des contrats de service avec tous les propriétaires de câbles de Méditerranée, tous les propriétaires de câbles de l'Atlantique. Et notre obligation, c'est d'avoir un navire prêt à intervenir sous 24 heures. Et nous tenons cette obligation. Et évidemment, donc, il y a un prix de service qui correspond. Et à ma connaissance, les propriétaires de câbles ne s'assurent pas contre les risques sur leurs câbles, puisqu'ils bénéficient de ce contrat de service. Et donc, ils ont des budgets de maintenance qui sont connus et qui leur donnent la garantie que leur câble sera réparé en cas de défaut. Voilà. Hélène, vous, c'est différent en effet. Enfin, j'imagine que vous assurez, c'est votre job de chercher les assurances. Donc voilà. Alors, comment est-ce que ça marche, cette couverture, et auprès de qui est-ce que vous assurez? Donc comment ça marche? C'est le monde de l'assurance est beaucoup plus rétréci, j'ai envie de dire, pour tout ce qui est les câbles sous-marins. Donc par exemple, il y a beaucoup plus d'acteurs dans tout ce qui est le transport de marchandises plutôt que assurer les câbles sous-marins. Donc moi, je vais vous donner un exemple qui va être très parlant. Donc il y a quelques années, on plaçait nos programmes avec les très peu d'acteurs qui existaient. Et globalement, j'avais des acteurs sur le programme, des câbles sous-marins avec jusqu'à 30%, on va dire. Donc 2 acteurs avec 60%.
qui peuvent du jour au lendemain décider de ne plus rester dans ce domaine d'activité. Donc, ce qui veut dire qu'après, il faut trouver d'autres quand on n'a que 40%. Donc, on a travaillé pendant 1 an d'arrache-pied, évidemment avec notre courtier et de toute personne en interne aussi pour renforcer encore les roadshows, en faire plus, faire visiter nos assureurs et partenaires sur nos sites de fabrication. Donc on a un site phare en Norvège et aujourd'hui on a réussi quand même à remplacer ces 60% et aujourd'hui j'ai 10 acteurs sur le programme. Pourquoi est-ce qu'ils sont devenus aussi frileux ? Comme peut-être dans les télécommunications, il y a des sinistres. Donc, et comme je disais tout à l'heure, les sinistres sont très impactants, mais il y a la prime qui va avec aussi. Donc moi, c'est ce que j'ai envie de leur dire. Venez sur mon programme, en 3 ans, vous avez quand même le payback qu'il faut. Alors que peut-être sur un programme, je veux dire classique comme le dommage aux biens, il faut 50 ans après un sinistre important. Je vois que le message est passé, attention, ils vous attendent à la sortie là. Amiral, si on se projette quelques années, dans quelques années, ce paysage qu'on nous a décrit aujourd'hui, qui représente des enjeux de souveraineté, comment est-ce que vous le voyez évoluer ? Est-ce qu'il peut changer ? Si on doit se projeter à 10 ans, qu'est-ce qui pourrait être ce nouveau monde du câble sous-marin ? Alors, je crois que c'est une question qui reste très ouverte. Comme l'ont dit les 2 autres panélistes, on va voir une expansion relativement significative des câbles de transport d'énergie électrique et notamment des câbles de longue distance, parce que pour l'instant ils sont sur relativement courte distance et puis ils partent de la côte directement vers généralement soit vers le pays à relier mais qui est à proximité, par exemple je sais pas la Grande-Bretagne et la France, donc c'est pas des très grandes distances, ou alors vers un champ de mer marine vers la côte. Prochainement, je pense qu'on va avoir des câbles qui vont relier des pays sur des distances beaucoup plus considérables. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, comme le disait Monsieur Lignard, l'infrastructure des câbles de télécommunication, d'après nos projections, elle va être en transformation puisque il y a celle qui aujourd'hui relie les bassins d'usagers. Quasiment en direct, et puis demain il va y avoir l'infrastructure qui va relier les data centers avec les collectes de données et avec les usagers, donc ça va être une architecture forcément relativement différente. D'ailleurs c'est lié au développement de l'intelligence artificielle et oui, d'aller piocher de la donnée dans... Exactement, et le fait que le modèle aujourd'hui des data centers n'est pas tellement décentralisé, et au contraire plutôt centralisé en fonction de paramètres d'environnement, de coût de l'énergie, etc. Voilà. Et puis derrière il y a un sujet plus politique, mais dont on ne parle pas beaucoup, c'est en fait qui sera ou quelle nation sera le propriétaire, ou en tout cas l'actionnaire majoritaire de l'Internet mondial. Donc ça, bien sûr, et donc là, ça renvoie à une confrontation géopolitique. C'est pour ça que la stratégie câble interministérielle en France, elle est à la fois protectrice de notre installation et elle cherche à développer l'attractivité du territoire pour que la France continue à être un hub dans cette future architecture en devenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le maillage international va continuer à s'étendre, à augmenter. Donc les sujets de protection de cette infrastructure sont davantage devant nous que derrière nous. Ça, c'est certain. Moi, j'observe aussi, c'est une petite tendance qui demanderait peut-être à être confirmée, mais le réseau des câbles de télécommunication, comme ça a été dit, augmente. En revanche, le nombre d'incidents, de ruptures et de réparations est relativement stable. En tout cas, c'est les chiffres que j'ai, aux alentours de 200 par an. Bon, plus ou moins un petit delta, mais ça fait plusieurs années. Donc on peut dire que, a priori aujourd'hui, par des mesures de protection passive, c'est-à-dire mieux matérialiser les tracés, les zones dangereuses pour l'activité humaine, donc que ce soit le mouillage des navires ou l'activité de pêche, enfouir dans le sédiment marin, ensouiller, comme disent les professionnels, les câbles sur des endroits qui sont plus accidentogènes.
tout ça, ça paye. Donc en fait, la protection de ce système en développement, elle doit déjà être intégrée sur les projets. Alors souvent c'est un peu plus coûteux, bien entendu, mais c'est au prix de ce surcroît d'investissement qu'on aura un réseau plus résilient. Écoutez, on arrive presque au terme des échanges. Si je vous propose, pour conclure, soit un vœu, parce que on peut se projeter un peu dans l'optimisme, soit un vœu, soit votre message fort pour qu'est-ce qu'on doit retenir de ce nouveau monde que j'ai découvert du câble sous-marin? Écoutez, moi ce que je peux vous faire passer comme message, c'est que dans des circonstances, je dirais, normales, dans un cadre géopolitique normal, je pense que dans le système, l'écosystème des câbles sous-marins aujourd'hui fonctionne bien. C'est-à-dire qu'il y a des risques, il y a des moyens de les résoudre, il y a des procédures. Effectivement, comme le disait l'amiral, on a tendance, si les choses continuent de bien se passer, à être dans un marché plutôt en croissance. Mais le point d'interrogation, je crois pour tous, et certainement pour l'amiral, c'est qu'est-ce qui se passerait si on changeait très fortement de cadre géopolitique. Et là, clairement, les câbles seraient impactés. Mais moi, j'ignore totalement comment, et c'est pas moi qui pourrais vous dire ce qu'il faut faire dans ces cas-là, mais je serais tout à fait prêt à participer à ce genre de réflexion. C'est vrai que, comme vous avez dit, l'amiral, les câbles, par exemple, de puissance, c'est de plus en plus long dans distance et de plus en plus lourd aussi. Donc, effectivement, ça aussi, ça change la donne par rapport à l'assurabilité. Donc, moi, j'ai envie d'émettre un vœu qu'on veut attirer plus. La partie gestion des risques fait partie, c'est notre ADN. On a eu des sinistres, je veux dire, tous les deux. On apprend de ces sinistres, on fait des retours sur l'expérience sur chaque sinistre pour éviter, évidemment, que ça a un impact sur notre capacité aussi de fabriquer dans le futur. Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il y a tellement de câbles à fabriquer dans le futur et puis à installer. Il faut absolument qu'on délivre ce qu'on a promis. Donc, plus d'attractivité et puis moins de sinistres, certainement. Amiral, j'ai envie peut-être de vous reposer quand même la question, Didier, si on change totalement de... Moi j'ai l'impression, à entendre les présentations de ce matin, qu'on avait déjà pas mal changé de monde géopolitique, mais si on atteint un degré de plus... Hein. Ce qui est certain en fait, c'est que cette infrastructure sous-marine, les conflits récents nous montrent qu'elle sera une cible de choix en temps de gestion de l'escalade, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait doucement monter la pression sans être pris la main dans le sac. Donc l'opacité du milieu sous-marin permet à la perfection ce genre de mode d'action. Il y a une prime à l'offensive par rapport à la protection. Et puis quand on voit que en Ukraine, l'infrastructure de télécommunications et d'énergie a été la première cible en fait des bombardements russes, et qu'inversement dans le conflit actuel entre Israël et l'Iran, dès le début a ciblé à coups de missiles l'infrastructure pétrolière, gazière, offshore d'Israël. Donc l'infrastructure d'énergie et de télécommunications en mer, elle est à la confluence de ce phénomène, de cette nouvelle conflictualité. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que on essaie d'anticiper en fait les modes d'action et que on formalise le suivi et la prise en compte de cette menace très en amont. Qu'on fait ça en partenariat avec des acteurs civils dont c'est l'intérêt et avec des marines partenaires et des armées partenaires. Donc on va rester confiant sur le fait qu'on aura le fin mot, voilà, et qu'on réussira à protéger nos intérêts. Merci beaucoup pour cette conclusion optimiste et merci à tous les trois pour toutes ces explications très claires. Bien, c'est presque la fin de cette première journée. Dans quelques instants, la présentation du marché et la restitution